Hussein, donc on passe à la troisième communication, celle de Capucine Dupont, cette fois-ci plus orientée sur les enjeux sur la chimie et la valorisation du bois. Merci Hervé d'abord pour l'introduction et puis pour l'invitation à être ici dans ce séminaire. Alors en effet, bonjour à tous et puis comme Hervé l'a dit, je vais adopter un angle de vue un peu différent sur le bois flottant et parler avec vous là durant la prochaine demi-heure du bois flottant comme matériau à haute valeur ajoutée, en complément du premier slide d'Hervé où le bois flottant était utilisé comme œuvre d'art. Donc là, je vais vous parler de ça et d'abord peut-être vous dire brièvement d'où je viens. Alors, originellement de Grenoble, mais autrement, là, depuis 4 ans, je travaille à l'IHE Delft, donc, qui est un institut situé aux Pays-Bas, entre La Haye et Rotterdam. Et qui dit Pays-Bas dit eau, donc un institut dédié à l'eau et l'environnement, avec 3 grandes missions. D'une part, une mission d'enseignement et de formation des professionnels, également une mission de recherche, et puis le développement des capacités des organismes sectoriels dans le domaine de l'eau, environnement et infrastructures associées, avec un focus notamment sur les pays en voie de développement et en transition, puisque nous sommes un centre de la famille UNESCO. Parmi les thématiques de recherche, une thématique consacrée à la valorisation des ressources et notamment, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, une thématique dédiée au biochar pour différentes applications. Alors, le biochar, qu'est-ce que c'est? Comment passe-t-on d'une ressource au biochar et pourquoi faire ce biochar? Je vais vous le présenter en un slide qui va nous mener du début du procédé à la fin. Pour indiquer, donc, on part d'une ressource et les ressources, typiquement, on va les classer d'un point de vue procédé selon les ressources sèches qui vont être à moins de 50% d'humidité. On va trouver le bois de forêt classiquement, mais aussi les ressources agricoles comme la paille. Et puis, de l'autre côté, on va avoir les ressources humides, plus de 50% d'humidité. On va trouver notamment les boues d'épuration ou les déchets agroalimentaires. Une biomasse sèche, une ressource sèche, elle peut être typiquement convertie par pyrolyse, c'est-à-dire montée en température entre 300 et 700 degrés, important absence d'oxygène pour éviter de faire de la combustion, et puis typiquement pression atmosphérique. Dans ces conditions, on va avoir un relâchement de matière volatile qui inclut des gaz, ça peut être du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, du méthane, des condensables qui sont de l'eau et des molécules organiques regroupées sous l'appellation goudron. Et puis, ce qui nous intéresse, le produit majoritaire qui va être le biochar. Le biochar, comme vous le voyez ici, ça ressemble à du charbon finalement, c'est noir, c'est riche en carbone et c'est poreux. Dans le cas de biomasse de ressources humides, plus de 50% d'humidité, on va avoir un problème si on fait de la pyrolyse, en ce sens que on va essentiellement utiliser de l'énergie pour chauffer de l'eau, pour évaporer de l'eau. Donc, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Et une alternative, c'est la carbonisation hydrothermale. Alors, la carbonisation hydrothermale, le nom parle pour lui-même. Hydro, on utilise de l'eau. Thermale, on utilise la température. Ce qu'on fait et ce que j'utilise souvent comme image pour présenter la carbonisation hydrothermale, c'est la cocotte minute qu'on a chez nous pour cuisiner, où on va mettre, là ici, on peut mettre du bois par exemple, on va le mélanger avec de l'eau si besoin, et puis on ferme, on chauffe, là ici généralement entre 180, voire plutôt aller jusqu'à 280 degrés, et on va avoir une pression qui va générer usuellement entre 10 et 30 bars. Et puis, on va avoir formation de matière volatile, un peu de gaz, principalement du CO2, et puis essentiellement du liquide, des matières organiques et inorganiques, et là aussi, là encore, dans ces conditions, du biochar, qu'on appelle, comme c'est la conversion hydrothermale, on l'appelle l'hydrochar. Qu'il s'agisse de pyrolyse ou
de carbonisation hydrothermale. Alors, j'utiliserai parfois le terme HTC. Dans les deux cas, le biochar, on peut éventuellement lui faire subir un post-traitement. C'est optionnel, mais pour améliorer sa structure, également améliorer sa densité, ça peut être un post-traitement thermique ou un post-traitement mécanique, je pense, pour améliorer la densité, notamment à la pelletisation, la briquettisation, en fonction des applications. Alors, comme vous le voyez ici, et ne vous laissez pas biaiser par les 5 flèches que j'ai indiquées là, il n'y a pas que 5 applications en réalité du biochar. J'utilise souvent un article qui a pour titre les 55 applications du biochar et qui commence en disant qu'il y en a en fait beaucoup plus. Mais bon, en l'occurrence ici, j'ai regroupé les 5, disons les 2 premières applications sont vraiment les plus matures et puis 3 applications sur lesquelles on travaille. La première, ça va être juste en les passant brièvement le combustible. Utiliser le biochar comme combustible et ça, c'est notamment pertinent en substitut du charbon de bois ou du bois dans les pays en voie de développement pour éviter la déforestation. Également, une application très mature qui est l'utilisation de biochar comme amendement pour les sols pour améliorer les rendements des cultures et également cela permet d'améliorer la rétention d'eau des sols et séquestrer du carbone. Et puis, plus prospectif, tout de même assez développé, l'utilisation de biochar pour filtrer, donc pour éliminer les polluants du gaz contenu éventuellement dans des gaz ou dans l'eau. Additif en digestion anaérobie, qui est également donc pour améliorer la production de biogaz, on va mettre du biochar comme un catalyseur. Et enfin, et c'est ce qui va nous intéresser plus spécifiquement aujourd'hui, une application plus prospective, mais qui est à très haute valeur ajoutée, qui est l'utilisation de biochar dans des applications que j'ai regroupées sous le terme stockage de l'énergie en batterie. Ça, c'est pour vous donner donc la vue globale, plus spécifiquement cette application en batterie. Nous, ce qui va nous intéresser là dans le cadre de cette étude, c'est de partir de bois flottant, faire de la carbonisation hydrothermale, HTC, obtenir du biochar, post-traiter le biochar pour l'utiliser en batterie sodium-ion. Alors, quelques mots sur cette étude. C'est une étude qui a été réalisée, qui est encore en train d'être réalisée dans le cadre du projet européen NAIMA, également avec le soutien donc, de H2O Lyon et également en collaboration avec le CEA dans le cadre de NAIMA. Alors, ce n'est pas moi qui ai fait le travail essentiellement, même si je présente aujourd'hui. Le travail, il a été fait essentiellement et il est encore fait par donc, Abdullah Katarné dans le cadre d'une thèse de master co-supervisée donc, par moi-même, Hervé et puis Mario qui fait penser dans l'audience. Et également donc, une thèse qui est en cours et c'est la thèse de Julie Michel, donc Julie qui est aussi, je pense, dans l'audience et qui fait sa thèse de doctorat co-supervisée par moi-même et Loïc. Alors, habituellement, quand je présente cette étude, je commence par expliquer aux gens ce qu'est le bois flottant. Je pense qu'ici, vu les présentations précédentes et vu l'audience, les gens connaissent certainement déjà et mieux que moi. Je vais juste donc du coup directement aller au point clé qui est que on sait que le bois flottant, et ça a été mis en évidence, c'est un risque pour les infrastructures et qui s'accumule dans les réservoirs de barrages. La question qui se pose, c'est qu'on le voit comme un déchet problématique, on l'extrait mécaniquement et puis ensuite on peut se dire peut-être une ressource peut explorer. En effet, donc une quantité significative regroupée dans les réservoirs et ça c'est très différent d'autres ressources, d'autres bioressources, d'autres biomasses qui sont dispersées. Là, on a la chance qu'elles soient déjà regroupées et déjà collectées. Et puis, a priori, et ça, on l'a déjà un peu vu dans les présentations précédentes, des propriétés physico-chimiques similaires au bois de forêt. Pourquoi maintenant le convertir, se dire pourquoi le convertir par HTC, par carbonisation hydrothermale? Alors, déjà, c'est un produit a priori à plus haute valeur ajoutée qui va être obtenu que les procédés actuels. À ma connaissance, le bois flottant est éventuellement utilisé brûlé, donc combustion. Là, on va obtenir un produit qui peut être à plus haute valeur ajoutée par ce procédé. Et puis, comme je le disais, les propriétés du bois sont a priori adaptées pour ce type de conversion. Pourquoi? Alors,
Le bois flottant, si on le laisse sécher, forcément, il va peut-être s'approcher d'une biomasse sèche, mais tout de même, il a baigné dans l'eau, donc il est au départ très humide. Donc, ça peut aussi justifier la carbonisation hydrothermale. Et avantage de la carbonisation hydrothermale est que ça va éliminer une partie des inorganiques qui pourraient être présents dans le bois et qui pourraient poser problème lors de l'application. Maintenant, dernière chose, pourquoi s'intéresser à l'utilisation en batterie et en particulier en anode batterie sodium-ion? Alors, je ne sais pas exactement combien on est, mais si on est 30 personnes environ, ça fait environ 60, on va dire un minimum 60 batteries lithium-ion si on compte le portable et le téléphone portable. Les batteries lithium-ion, elles sont super, elles sont très efficaces, mais il y a le problème du lithium. Le problème du lithium, c'est qu'il est disponible uniquement dans quelques régions, points localisés sur Terre, et puis son extraction est polluante. Donc, on peut se dire il faut trouver des alternatives, une alternative peut être la batterie sodium-ion. Pourquoi? Parce que le sodium, il est beaucoup plus abondant, et comme il est plus abondant, eh ben, il est aussi peu onéreux. En outre, il a montré d'excellentes performances électrochimiques. Alors, pour aller plus loin, je vais vous rappeler, présenter vraiment simplement, enfin, on va rester juste dans la généralité, mais pour bien comprendre la problématique, le principe d'une batterie sodium-ion. Alors, le principe d'une batterie, on stocke de l'énergie sous forme de réaction redox. Dans le cas d'une batterie sodium-ion à la cathode, on a donc du sodium élémentaire, la cathode, l'électrode positive. Et lors de la phase de charge, on va avoir des ions sodium qui vont passer à travers l'électrolyte et qui vont aller rejoindre l'anode, l'électrode négative. En parallèle, on a des électrons qui vont circuler dans un circuit externe. Donc, ça, c'est pendant la charge. Et on a reconstitution de sodium élémentaire à l'anode. Lorsque la charge est terminée, on a le phénomène exactement inverse qui s'opère, c'est la décharge. Vous avez représenté ici. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse plus spécifiquement, c'est cette anode. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est constitué de carbone. Là, ici, vous le voyez, je l'ai représenté de façon, avec des plans très organisés, c'était du carbone graphite. Des plans très organisés de carbone, bien rapprochés. Le problème, c'est que ça marche bien pour le lithium, mais les ions sodium ne parviennent pas bien à s'insérer dans ce type de matériau. Les ions sodium parviennent bien à s'insérer dans un matériau qui est plus désorganisé, qu'on va appeler le carbone dur. Ce matériau, donc ça marche bien, ça s'insère bien, ça se désinsère bien. Le problème de ce matériau, c'est que c'est formé à partir de polymères fossiles, donc pas très durables, et puis c'est coûteux. Quelle solution? Quelle alternative? C'est là qu'on peut penser au biochar, parce que là, on va être sur le cas d'une source renouvelable, peu onéreux, et c'est un problème pour d'autres applications, c'est justement un matériau qui est non graphitisable, qui va rester désorganisé naturellement. Jusqu'à présent, il y a eu en fait, alors on va dire, depuis quelques années, il y a un fort intérêt qui apparaît sur cette solution pour les batteries sodium-ion. Mais il y a très peu d'études qui ont été menées sur l'utilisation d'hydrochar. C'était plus par pyrolyse. Tous ces éléments mis bout à bout que je viens de vous présenter nous amènent à l'objectif de l'étude qui a été réalisée sur le bois flottant. Donc, ça a été d'étudier la faisabilité d'utiliser ce bois flottant converti par carbonisation hydrothermale comme anode dans les batteries sodium-ion. L'approche, elle a été d'abord de collecter des échantillons de bois flottant au barrage de Génissia, les caractériser d'un point de vue physico-chimique, les convertir en hydrochar, les post-traiter, ces hydrochars, puis les tester en batterie sodium-ion. Première étape, l'échantillonnage. Alors là, pareil, je pense que certains d'entre vous connaissent bien le barrage de Génissia.
Donc, comme il a été dit précédemment, le bois est extrait mécaniquement pour la sécurité du barrage. Il est stocké près du barrage. Et donc là, l'idée, ça a été de collecter des échantillons. Plus spécifiquement, 21 échantillons ont été collectés par Abdullah il y a maintenant un peu plus d'un an. Et ces échantillons ont été classés en fonction de l'espèce. Alors, ils ont été classés avec l'aide de l'Université de Lausanne, donc en collaboration avec Virginia. Et ce qu'on a pu noter dans l'échantillonnage, c'est donc on a retrouvé 4 feuillus que vous avez ici, Populus, Alnus, j'ai gardé les noms latins, Salix, Fraxinus. Pour 2 d'entre eux, on a séparé l'écorce et puis un conifère. Quel résultat a-t-on obtenu donc, en termes de propriétés physico-chimiques qui nous intéressent pour la valorisation? Ici, vous avez donc pour les différents échantillons, vous avez les teneurs en cendres, donc H en anglais, rapportées à la masse sèche de bois, et puis les teneurs en carbone, hydrogène, azote et oxygène. Ce que vous voyez, c'est que alors, selon si on est familier ou pas, mais les teneurs en carbone, hydrogène, oxygène sont similaires à celles d'un bois, ce que j'appelais classique ou ce qui a été dit précédemment greenwood, le bois qu'on trouve en forêt. Et peut-être à discuter d'ailleurs avec Virginia, j'ai vu que dans la présentation, il était indiqué qu'il y avait peut-être du dégradation biologique, decay. En tous les cas, en termes de carbone, hydrogène, ce qu'on a trouvé ici, c'est qu'il ne semblait pas y avoir de dégradation biologique visible, perte ou augmentation en un des éléments majoritaires. Donc peut-être à discuter plus tard. Et puis, la teneur en cendres, j'ai vu aussi que ça avait été évoqué, je pense, par Ravière. Donc, en effet, des teneurs faibles, similaires au bois classique. On va se retrouver avec des valeurs de l'ordre de 1%, sauf dans l'écorce, où on est plutôt proche de 10%, et ce qui était là aussi attendu. En l'occurrence, quand même, c'était pour nous une bonne nouvelle, dans le sens où ça a montré qu'il n'y avait pas de pollution. On s'attendait peut-être à ce qu'il y ait eu de la pollution externe par exemple, lors du stockage après collecte avec de la terre, mais apparemment, ce n'était pas le cas. Et ça, c'est positif pour l'application en batterie. En termes maintenant d'éléments inorganiques, donc c'est-à-dire la composition finalement de ces cendres, de ce pourcent ou de ces 10% dans le cas des écorces. Donc ici, vous avez les différents échantillons et puis à vertical, les différents éléments. Ce que l'on peut, donc en milligrammes par kilogramme cette fois, ce qu'on peut observer et ce qui était aussi assez attendu, c'est que c'est principalement du calcium pour tous les échantillons, similairement à du bois classique. Des teneurs significatives en potassium et magnésium. Et puis, tout de même, des teneurs significatives en silice dans certains échantillons. Peut-être un peu de terre tout de même, mais en quantité tout au moins très faible et plus basse que des valeurs qui ont déjà été notées comme problématiques en batterie sodium-ion. Donc, une fois qu'on a eu caractérisé les échantillons, maintenant, on cherche à les convertir en carbonisation hydrothermale. Comment l'a-t-on fait? Donc, c'était des manips échelle labo. Et donc, on a réalisé ça à l'IHE. Ici, vous avez la manip, justement, donc le réacteur de carbonisation hydrothermale. 6 échantillons ont été passés en duplicat. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mélangé à chaque fois notre échantillon de bois, de l'eau, dans les conditions que vous avez indiquées dans le cadre en haut à droite. Et donc, on a fermé le réacteur, un réacteur de 2 litres, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, on l'a monté ensuite en température, 200 degrés, et on laisse réagir pendant une douzaine d'heures. Après refroidissement, on va séparer solide et liquide. On va sécher l'hydrochar qu'on obtient, le solide, pour caractérisation ultérieure. Alors, quelques mots sur les résultats obtenus, en particulier le rendement masse. Donc, combien d'hydrochar a-t-on obtenu après conversion hydrothermale? Si on se rapporte au bois sec initial, c'est des rendements de l'ordre de 65%, et ça, c'est typiquement ce qui est attendu dans la littérature pour ce type de matériaux. C'est des rendements qui sont similaires également pour toutes les espèces. J'en dirai pas plus sur ça. Ce que je vais dire, c'est peut-être évoquer les propriétés de ces hydrochars.
Alors ici, ce qui est intéressant, donc vous avez un gros tableau, mais l'idée, c'est de comparer à chaque fois, sur chaque échantillon, la partie, donc le haut, le brut, avec l'hydrochar. Si on le fait, par exemple, sur la première ligne, et si on le fait sur l'élément carbone, on observe, et c'est une tendance qui s'observe en fait sur tous les échantillons, le carbone qui augmente. Hydrogène, oxygène, on constate qu'il diminue à chaque fois. Et là encore, c'est des tendances qui sont conformes à la littérature en raison des différentes réactions chimiques qui s'opèrent durant la carbonisation. Ce qui est intéressant à noter, c'est que, et ça, c'était pas forcément prévu dans la littérature, ça dépend, les cendres diminuent dans tous les échantillons, comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est intéressant, puisque les cendres sont plutôt pénalisantes pour les batteries. Alors, j'ai dit ça, mais c'est un peu faux dans le sens où, si vous regardez bien pour l'écorce, donc bark, là, on est plutôt stable, voire une augmentation. Et en fait, on va l'observer. L'écorce a toujours été un peu un cas particulier dans tous les essais. Venons-en maintenant à l'étape finale, donc le post-traitement de ce biochar et puis les tests en batterie. Alors, pour améliorer la structure de l'hydrochar et le rendre vraiment similaire à un carbone dur, il faut lui faire subir un désolé, un post-traitement thermique qui est donc une pyrolyse, durant lequel donc, on va le monter à 1400 degrés sous atmosphère inerte et puis on va le laisser pendant 1 heure. Ça va essentiellement modifier la structure, on va perdre de la matière également. Et ici, j'ai tenu pour vous donner un peu un ordre de grandeur des rendements masse finaux, vous donnez ici en fait le rendement en carbone dur que l'on obtient si on se réfère au pourcentage sec de bois. Donc en gros, on va obtenir environ 20 à 25% de carbone dur lorsqu'on part de bois sec initialement. Et ça, quelles que soient les espèces, et c'est assez similaire, c'est similaire avec ce qu'on trouve avec d'autres ressources, d'autres biomasses lorsqu'on les transforme en carbone dur. C'est légèrement plus élevé pour l'écorce, là encore le cas particulier, lié à la teneur plus élevée en éléments inorganiques. Ce carbone dur, l'idée c'est donc de le transformer, enfin de l'utiliser en batterie. Donc ce qu'on a fait, c'est un test donc à l'échelle labo pour caractériser les performances électrochimiques. Et donc, on l'a mélangé. Alors, j'ai laissé le terme anglais slurry, pâte, avec d'autres composés. Et puis, ce slurry, il a formé l'électrode en carbone, qui elle-même est assemblée avec d'autres éléments pour former ce qu'on appelle une pile bouton. Et c'est cette pile bouton qu'on va tester comme élément de la batterie. On la teste classiquement avec un test galvanostatique. Alors là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est un test galvanostatique, juste pour dire qu'en fait, on va décharger, charger la pile bouton à courant constant. Et il y a 2 paramètres clés à regarder pour évaluer si ça fonctionne bien ou pas. Les 2 paramètres clés, le premier, c'est ce que vous voyez avec la flèche en bleu à droite, c'est la capacité spécifique en milliampères-heure par gramme. Donc, cette capacité, on espère la maximiser, donc la plus haute possible. Et puis, on va quantifier ce qu'on appelle l'irréversibilité avec l'efficacité coulombique. Donc, qu'est-ce que c'est l'irréversibilité? C'est essayer de voir en fait les ions sodium qui ont réussi à s'insérer dans notre anode, est-ce qu'ils vont réussir à se désinsérer? On espère que oui, mais c'est jamais 100%. Donc, l'idée, c'est de se rapprocher de 100% et de quantifier cette irréversibilité. Pour terminer, quels sont les résultats qu'on a obtenus sur le bois flottant? Alors ici, vous avez en haut à gauche la capacité spécifique, donc qui doit être la plus grande possible pour les différents échantillons. Et puis l'efficacité coulombique. Là encore, on cherche à se rapprocher de 100%, donc pour les différents échantillons. Qu'est-ce qu'on constate? Déjà que les résultats sont similaires pour toutes les espèces, sauf pour l'écorce. Ce qu'on peut en conclure d'un point de vue procédé, c'est que si ça marche, en tout cas, un gros avantage, c'est qu'on n'aurait pas besoin de séparer les différentes espèces de bois.
Et puis, très intéressant d'un point de vue comparaison avec les matériaux commerciaux. Ici, j'ai cerclé en noir les performances typiques de matériaux commerciaux. Et vous voyez que les bois flottants ont des performances très similaires. Donc, ce seraient des matériaux qui pourraient être compétitifs avec des carbones durs commerciaux. Concernant l'écorce, pour revenir sur ce cas particulier, ce qu'on confirme ici, c'est qu'il y a une corrélation négative avec la teneur en cendres et ce qu'on avait déjà vu lors d'études précédentes. Finalement, si je conclus cette présentation et je reviens à ma question de départ qui était le bois flottant converti par carbonisation hydrothermale peut-il être valorisé comme anode en batterie sodium-ion? Alors, je n'ai pas mis explicitement oui, mais j'ai mis des traits verts pour montrer que oui, ça peut être converti et c'est des performances similaires à des matériaux commerciaux. Avantage, enfin point positif qui a été repéré pendant l'étude, c'est qu'il était inutile de séparer les espèces. Après, j'ai quand même mis en évidence la problématique de l'écorce, mais, et peut-être un point à discuter plus tard, mais ce qu'on a vu aussi en allant collecter sur site, c'est que finalement, il y avait beaucoup de bois, le bois flottant n'avait pas toujours l'écorce présente. Il semblait qu'il y avait un écorçage naturel lors du transport, donc qui peut être une solution. Les prochaines étapes maintenant, alors à court terme, je dirais même à très court terme, ça va être les campagnes d'essai à plus grande échelle, puisque dans le cadre du projet Naïma, puisque lundi, nous serons au barrage de Génissier avec Julie et Loïc pour aller collecter 300 kg de bois et pouvoir ensuite le convertir en carbone dur pour les batteries. Et puis, peut-être à plus long terme et un peu en vrac pour initier une discussion, l'étude de cette problématique écorce, et j'ai noté notamment avec les présentations précédentes, peut-être se poser la question du lien avec l'origine, le transport, la durée dans l'eau, etc. Peut-être des études aussi comparatives qui seraient intéressantes à faire avec d'autres gisements, d'autres espèces, d'autres situations. Et puis forcément, de façon très importante, la partie aussi analyse économique, environnementale de l'ensemble de la chaîne procédée et comment ça pourrait être appliqué. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et ou contribué aux travaux. Et puis, bien sûr, s'il y a des questions, je serai ravie d'y répondre. Je repasse la parole, Hervé. Oui, un grand merci, Capucine, pour cette présentation très didactique et de très beaux résultats. Donc, je ne sais pas pour les questions, si les uns et les autres en ont. Peut-être c'est une thématique qui a surpris un petit peu, mais… Il faut laisser la digestion, oui, la thématique. Et en effet, je savais que c'était un peu différent, donc il n'y a pas… J'ai aussi indiqué le mail s'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Mais bon, j'ai bien retenu l'ouverture sur la question de l'écorce et qui peut faire le lien avec l'analyse de l'origine ou selon les périodes ou selon l'origine des crues, peut-être qu'effectivement, on peut avoir plus ou moins de décomposition, d'abrasion et tu peux avoir des matériaux différents, quoi. Oui, et c'est quand même, pour nous, là, on le voit, on va aller faire cette collecte là lundi. La question, elle se pose, c'est de se dire si on peut avoir ceux qui sont déjà écorcés, les performances sont clairement meilleures. Donc, nous, cette question de l'écorce, elle serait quand même assez centrale à creuser. Dans le chat, tu avais deux questions là de Nicolas Rabin. La première, je pense que tu as répondu, mais je la reformule. Les bois flottants présentent un taux de silice assez important. Est-ce que cela a un impact sur la production de biochar? Juste revenir sur ton tableau. Ouais. Alors, du coup, c'est vrai. Est-ce que voilà, chic. Je vais revenir dessus. Et c'est vrai qu'en fait, c'était au départ, j'ai envie de dire, c'était vraiment quelque chose qui nous posait question, souci. Enfin, on se disait, oh là là, on va avoir beaucoup. En réalité, alors ici, je pense, on le revoit. Je dis qu'il y en a, en effet, en présence, bon, il y en a, mais c'est vraiment des teneurs qui restent tout à fait acceptables, notamment,
si je compare avec d'autres biomasses qu'on a testées, typiquement du miscanthus, des herbes ou de la paille de riz qui vont aller facilement à plus de 10 000 mg par kilogramme de silice. Et là, ça pose problème en batterie. Clairement, on voit il y a des explications, des mécanismes qu'on pourrait discuter qui font que vraiment les performances s'effondrent, alors que là, ça reste des teneurs quand même faibles. Et du coup, je me demandais vraiment même si c'était de la terre ou si c'était juste naturel. Ça reste faible tout de même. Vraiment, vraiment faible. Il y avait une autre question, là tu nous fais rêver avec la solution sodium-ion par rapport au lithium, Ouais. quand on voit les zones d'extraction et les enjeux sur ces matériaux. Quelle est la durée de vie entre une batterie lithium-ion et sodium-ion? Est-ce qu'il y a des Alors, différences? ouais. Là, je vais peut-être utiliser mon joker et faire appel à un ami s'il est là. Ah, Mais je ne sais pas s'il est là ou il est pas là. Je Ou suis il y là, a vous peut-être. m'entendez? Oui, tu t'es bien Loïc. débrouillé, Capucine. Ah, je savais, Loïc, je t'avais dit que peut-être tu participerais. Je te laisse peut-être répondre. Ok. Bonjour à tous. Donc, Loïc Simonin du CEA Grenoble. Donc, comme dit Capucine, je participe à l'encadrement de la thèse de Julie et je suis spécialiste des batteries lithium-ion et sodium-ion. Donc, la question, c'est sur la durée de vie. Alors, si j'ai bien compris, quand on parle de durée de vie dans le monde des batteries, on parle de cyclabilité, donc le nombre de cycles de charge et de décharge qu'on peut faire au cours de la vie d'une batterie. Et dans ce cas-là, le sodium-ion, c'est assez similaire au lithium-ion. On peut même dire que c'est un peu meilleur. Non, le gros défaut des batteries sodium-ion actuellement, et c'est ce qui freine leur commercialisation, c'est plutôt la densité d'énergie. Donc la quantité d'énergie qu'on va pouvoir stocker par kilogramme de batterie ou dans certains volumes, ça dépend si on parle de watt par kilo ou de watt par litre. Et là, pour le coup, on va être un petit peu inférieur aux batteries lithium-ion. Donc, ça veut dire qu'au niveau application, on va avoir plutôt tendance à se diriger vers des applications de type stationnaire où le poids n'est pas forcément très important. Les véhicules électriques, ça peut éventuellement dans le futur avoir un débouché, notamment les hybrides par exemple. Mais hors de question de penser à tout ce qui est application électronique portable par exemple, parce que là, on n'est pas compétitif. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que tu as amené pas mal Si, d'informations complémentaires. Oui, oui. Oui, si. Je Ah, me permets de Nicolas, compléter. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Hein. C'est des présentations passionnantes là, ce matin là, et celle effectivement de la recherche de batteries alternatives là est vraiment hyper passionnante. Ma question effectivement résidait sur l'intérêt en fait du coup de transfert de ce type d'énergie. L'autre question était également sur le stockage d'énergie. Alors on peut imaginer des batteries effectivement de petite taille, mais du coup de batteries plus importantes. Ça, il n'y a pas de limite par rapport à la taille en fait de possibilités de production en fait, où il y a vraiment un facteur limitant. J'entends par là en fait là du coup on pourrait imaginer d'avoir des unités de stockage d'énergie plus importantes qui seraient potentiellement combinées à d'autres stations de production, quoi. Je sais pas si c'est très clair. Ouais. Sur cette question, alors je ne sais pas Loïc si c'est peut-être encore toi plus sur la partie batterie. Je vois qu'il y a une question dans le chat Oui. aussi. Ouais. Sur les questions de stockage à grande échelle, ce qui va limiter, c'est le coût. Le coût, alors quand on parle de coût, c'est coût au kilowattheure stocké. Et dans ce cas-là, pour l'instant, on n'est pas compétitif avec les steps, les barrages justement réversibles. Maintenant, le coût au kilowattheure diminue grandement, donc les batteries lithium-ion sont de plus en plus utilisées, voire sodium-ion donc dans le futur. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça reste encore trop cher pour le stationnaire. Il y a une autre des choses envisagées aussi pour le futur, c'est avec le développement de voitures électriques de plus en plus sur le marché, vous l'avez sans doute vu,
on pourrait éventuellement imaginer un parc de voitures électriques connecté au réseau et qui se chargerait la nuit et se redéchargerait la journée pour justement apporter une solution de stockage. Donc les batteries, oui, c'est grandement regardé pour le stockage, notamment des énergies renouvelables intermittentes. Vous avez, Loïc et Capucine, une question dans le chat. Est-ce que vous la visualisez? Oui. Peut-être, après on peut. Alors après là, c'est pareil, il y a un peu les deux volets, puis il y a beaucoup de questions en une. C'est bien, c'est intéressant. Du coup, sur la partie, si je peux répondre sur la partie, est-il facile de réaliser les procédés de transformation pour fabriquer les batteries, développer des usines spécifiques? Bon, pour la partie transformation en hydrochar, etc. Il y a déjà des démos qui existent et des usines qui existent. En l'occurrence, c'est aussi pour en gros, jusqu'au carbone dur. Après, la question sur les batteries, peut-être Loïc aussi, en complément, si tu veux apporter quelque chose. Sur le transport, c'est simple, hein. Actuellement, les batteries actuellement lithium-ion sont faites toutes en Asie, avec la moitié donc les anodes, c'est du graphite. Et le graphite, pour moitié, c'est du graphite naturel, dont les ressources s'épuisent et sont principalement produites en Chine. Donc, de toute façon, oui, on est compétitif, quoi, si on fabrique du carbone dur ici sur place à partir de bois flotté ou d'autres ressources naturelles. Après, je vois qu'il y a la question sur les quantités d'eau, d'énergie pour les fabriquer. Alors, en effet, sur les quantités d'eau, j'ai envie de dire, déjà, c'est l'avantage de la carbonisation hydrothermale, c'est qu'on a déjà en partie l'eau. Enfin, on ne va pas sécher le bois flottant, on va justement utiliser l'eau qu'il y a dedans. Et puis, l'eau qui est utilisée en conversion hydrothermale, normalement, l'idée dans les procès, c'est de recycler. Il y a essayer de recycler l'eau, etc., pour minimiser l'utilisation. Sur la partie énergétique, il y a des bilans d'énergie à faire forcément, à savoir que l'intérêt aussi, je ne l'ai pas forcément mentionné, de la carbonisation hydrothermale, forcément on a besoin de chauffer à un moment, mais c'est une réaction qui est exothermique, donc qui a priori, ça pourrait être intéressant d'un point de vue énergétique. Après, c'est clair qu'il y a un coût énergétique dès qu'on met en place un procédé de transformation. Et pour la partie transport routier, donc puisqu'il y a la question quid du transport routier pour déplacer ce bois vers des usines capables de fabriquer les batteries. Alors, pour d'autres, pas forcément pour la problématique bois flottant, mais dès qu'on est avec de la biomasse qu'on va valoriser dans des usines, il y a toujours cette problématique en effet du transport. A priori, et c'est pour ça que j'évoquais la partie études environnementales, dans les précédentes études que j'ai pu voir, en l'occurrence, le transport routier associé était finalement représenté un impact, si on parle d'impact carbone, l'impact CO2 très faible par rapport au reste finalement. Donc, ça restait très bénéficiaire. Merci.